définition de l'action de formation. C'est la première fois. Parce qu'avant, ce qu'il y avait dans le Code du travail, c'était des critères, des traces qui permettaient de dire ah ça c'est une action de formation professionnelle parce que j'ai des objectifs, j'ai un programme, j'ai un processus d'appréciation des résultats, j'ai des moyens d'encadrement, et donc puisque j'ai réalisé tout ça, c'était une action de formation. Là, le législateur dit ça va dans le décret, on a toujours besoin, mais on va simplifier les choses et surtout on va mettre en avant la notion de parcours. C'est la question de tout à l'heure. Mais là encore, le législateur, avant de parler de cette évolution de la définition de l'action de formation, qui est c'est le sujet qui est le plus visible, moi je voulais quand même faire un petit tour sur une définition que le législateur fait passer comme ça dans le Code du travail. Il n'y a que dans les rapports du CNEFOP que le sujet est carrément assumé. Mais c'est dans la loi maintenant. Tous les prestataires de formation sont devenus des développeurs de compétences. Du fait du changement de terminologie utilisée par le législateur. Le législateur nous dit que la formation professionnelle encadre des actions concourant au développement des compétences. Le bilan de compétences est une action de développement des compétences. La VAE est une action de développement des compétences. Vous êtes tous des acteurs de développement des compétences. Vous êtes tous dans la compétence. Ouais, c'est ça. Tour de passe-passe. La compétence chapeaute tout aujourd'hui. L'action de formation sert à ça, le bilan de compétences sert à ça, la VAE sert à ça, les actions d'apprentissage servent à ça. Donc, vous êtes des opérateurs de développement des compétences, des prestataires de développement des compétences. Bon, ça va être pas mal, hein. Voilà, on est devenu ça. Le Centre Info est un organisme de formation, on est devenu ça. Je pense qu'on comprend le sens de tout ça quand on regarde maintenant justement cette définition de l'action de formation. Parce que l'action de formation, c'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre d'objectifs professionnels. Voilà, on a collé un adjectif. Professionnel. On parle de formation professionnelle. Formation continue? Non, formation professionnelle continue. Voilà. Le professionnel est incontournable dans notre histoire. Nous sommes en présence d'un public qui est engagé dans les professionnels, qui s'engage dans les professionnels. C'est ça la définition de la formation professionnelle, c'est une formation destinée à ces publics. Et bien à partir de ce moment-là, il faut penser formation par rapport à l'activité professionnelle. Le culturel n'existe plus. L'accès à la culture qui était dans la loi de 71 n'est plus là. Voilà. Bon, ça doit être douloureux pour certains, mais bon. Voilà, ça fait déjà des années que le culturel n'existe quasiment plus dans la formation professionnelle. Comment le justifier? À moins d'être un professionnel de la culture. Fermons la parenthèse, mais l'air de rien, ça veut dire réécrire peut-être ces programmes, réécrire peut-être un peu tout ça. Et voilà, entre objectifs professionnels et compétences, quel espace il y a et à partir de quand cette compétence devient certification, puisqu'il y a les blocs de compétences qui sont les intermédiaires avant la certification. Donc nous avons un petit empilement sémantique, mais le législateur, pour l'instant, nous laisse nous débrouiller avec tout ça. Par contre, nous avons effectivement une définition de l'action de formation qui a été assouplie. Parcours pédagogique, c'est plus souple qu'un programme. Voilà, c'est plus souple qu'un programme. Mais un programme peut écrire le parcours pédagogique. Donc, là encore, comprenons bien l'idée du législateur. J'élargis la définition, je donne une définition afin d'élargir les possibles. Donc, tout ce que vous faisiez par le passé rentre dans le système. Nous sommes dans une transformation, dans une continuité. Donc, il n'y a pas l'idée d'éliminer des stages que vous faisiez par le passé. Si c'était éligible à la formation continue, il reste éligible dans le nouveau monde. On nous questionne sur les feuilles d'émargement. Il n'y a plus de feuilles d'émargement à faire. C'est plus
Non, le législateur dit simplement, si vous avez un autre moyen de prouver que l'action de formation a lieu, c'est aussi valable qu'une feuille d'émargement. Il faut que ça prouve autant que la feuille d'émargement que la prestation de nuit. Donc attention à ces raisonnements un peu rapides sur la portée de ces dispositions. Donc la loi nous dit que l'action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance. Bon, le décret rajoute quelques petites choses différentes par rapport aux à distance, mais c'est tout à fait dans le même esprit. Et puis, le législateur dit que la formation peut se dérouler en situation de travail. C'était déjà dans la loi. Il fallait consulter les représentants du personnel, donc ce n'était pas interdit. Le principe qui était posé dans la loi, c'était que normalement, ça a lieu ça a lieu dans des locaux distincts. C'était ça le principe. Mais ça pouvait avoir lieu quand même sur le travail, heureusement. Sinon, les formations en alternance n'auraient jamais pu exister. Voilà, donc, par contre, sur ce volet, nous avons une définition, notamment devant un décret qui parle des actions de formation en situation de travail, EST, AFEST. C'est un beau sujet qui est devant nous, puisque quand on fait des formations en situation de travail, il nous faut analyser l'activité, il nous faut désigner préalablement le formateur, il faut mettre en situation de travail, il y a des phases réflexives, il y a une évaluation des acquis. Donc, la FEST n'a rien à voir avec un stage pratique en entreprise. Ça peut avoir un impact sur les formations en alternance, une définition comme celle-là. Donc ça ouvre un champ là de questionnement sur la construction, la mise en place de ces formations en situation de travail. On n'a pas encore fini d'en parler. Enfin, le législateur introduit à côté des actions de formation la définition des formations certifiantes. Et là, il semble que nous avons un législateur qui se veut pédagogue. Parce qu'il ne fait que dire des choses qui étaient observables dans l'ancien système. Vous avez effectivement une offre de formation qui prépare à des certifications professionnelles. Le législateur ne fait que le dire. Ça s'appelle des formations certifiantes. Mais surtout, il nous dit dans cet article que les autres formations, donc celles qui ne préparent pas des certifications, peuvent faire l'objet d'une attestation. Donc il dit clairement, attention, si vous préparez les certifications, vous l'annoncez, vous pouvez le dire, mais par contre, si vous ne faites pas de la préparation des certifications, ce que vous délivrez, ça s'appelle attestation, et pas autrement. Vous n'avez pas le droit d'appeler ça certificat, certification, diplôme, voilà. Le fameux certificat de l'organisme de formation, voilà, mais qui n'était pas inscrit au répertoire, qui n'avait pas de valeur particulière reconnue par l'État. Voilà, donc nous avons une définition qui aussi nous éclaire sur le marché de la formation de demain. Vous l'avez compris, CPF, l'apprentissage, tout ça, c'est des filières qui conduisent à la certification. Donc ce sont des opérateurs de développement des compétences qui font de la préparation des formations certifiantes. Et puis il y a les autres organismes qui font des formations très utiles pour l'entreprise, d'adaptation pour le travail, d'adaptation de développement des compétences, mais qui n'ont pas de lien avec une certification professionnelle, en tout cas dans le milieu. Et donc il faudra, voilà, on est invité à ne plus confondre. Il y a ceux qui font des actions de formation, puis il y a ceux qui font des formations certifiantes. Et j'insiste aussi, je vais le développer tout à l'heure, ceux qui font des formations certifiantes, c'est pas forcément des certificateurs. Parce que assumer une formation, ce n'est pas assumer une certification dans le sens où le passage d'épreuves, organiser des jurys, des contrôles c'est une autre activité que d'organiser le processus de transmission pédagogique, de préparation à la certification professionnelle. Voilà, donc c'est un peu théorique tout ça, mais ça pourrait avoir des effets très importants de structuration de l'univers du marché de la formation. Alors parlons maintenant de la refondation des certifications professionnelles. Je vous ai dit déjà que la CNCP n'existait plus, que tout ça était introduit en France compétence, que le répertoire spécifique remplaçait l'inventaire,
Et maintenant, deux petits focales sur les moyens dont on va disposer France Compétences en matière d'enregistrement des certifications professionnelles, et puis surtout dans la procédure de retrait d'enregistrement en cas de manquement des engagements pris. Le législateur, disparition de la commission, France Compétences a beaucoup plus de moyens que la Commission nationale de certification pour réguler les répertoires des certifications professionnelles, 13 000 certifications professionnelles. Voilà. Ces 13 000 certifications sont dans le collimateur. Il y en a trop. Vous comprenez, vu du citoyen, c'est illisible. Et c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver dans le répertoire actuel des certifications professionnelles. Donc, France Compétences, concernant les certifications publiques, ne pourra plus, donc de certification émanant de ministère, ne pourra pas inscrire le diplôme s'il n'a pas un avis conforme de la commission paritaire consultative. Commission paritaire consultative, où siègent des partenaires sociaux, les fameuses branches professionnelles vont influencer à l'avenir le contenu des diplômes grâce à cette arme de la vie. Ensuite, toutes les certifications publiques auront une durée limitée à 5 ans. Donc, nous avons une obligation pour le ministère de revoir régulièrement leur certification pour qu'elle soit le plus adaptée possible au marché du travail. Toutes les certifications inscrites au répertoire, qui n'ont pas de limite d'inscription, deviennent obsolètes en 2024. Et surtout, la France Compétences, la Commission, va pouvoir émettre des obligations. Et donc, les certificateurs, donc les ministères, vont devoir obtempérer par rapport à 3 sujets. Le volet des reconnaissances mutuelles, il faut que les diplômes puissent à un moment donné mieux organiser des passages d'un diplôme à un autre pour la poursuite des parcours et la structuration en bloc de compétences. Donc, le France Compétences devient l'architecte de la construction des diplômes en bloc de compétences. Concernant les certifications privées, là, je pense que certainement dans la salle, les organismes de certification inscrits au répertoire. Donc, France Compétences déjà va doter de moyens de sélection, va pouvoir rejeter des demandes d'inscription si sur la base de critères d'ordre public, mais il y a écrit notamment via le respect de critères d'ordre public, donc ça donne quand même des pouvoirs assez forts à la commission de France Compétences pour filtrer les demandes d'inscription. Ensuite, il y aura une évaluation de la procédure qualité du système donc, de certification lui-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons dans la loi maintenant l'idée que France Compétences pourra reprocher à un organisme de formation qui dépose un titre de ne pas avoir suffisamment isolé l'activité des épreuves de la certification de l'activité de la formation elle-même. C'est pas parce qu'il est offreur d'une formation certifiante que le moment où il note, il attribue la certification, le processus d'attribution de la certification doit être fondu avec l'action de formation. Donc, cette expression de système d'assurance qualité, c'est bien l'idée que le certificateur doit être capable de rendre compte de l'étanchéité de cette délivrance de la certification par rapport à l'achat de l'action de formation. Enfin, concernant les certificats proposés par les branches professionnelles, donc les certificats de qualification professionnelle, ils auront donc la possibilité, c'est une possibilité de demander à être inscrits au répertoire national ou au répertoire spécifique. Voilà, donc ça ouvre un petit peu les possibles. Le but du jeu, c'est là aussi que les branches professionnelles rendent visibles leurs initiatives. Je termine par le dernier sujet important de la qualité. Je vous ai dit que à terme, donc les prestataires de développement des compétences, tous les prestataires, que vous fassiez de l'action de formation, de l'action d'apprentissage, vont devoir obtenir une certification qualité à la condition que la formation qu'ils délivrent soit financée par des fonds publics, parapublics, paritaires, que ce soit donc les EPCO, l'État, les régions qui financent leur formation, donc ça concerne le CPF. Chaque fois que j'obtiens des fonds de mon EPCO,
c'est forcément uniquement pour des prestataires qui ont cette certification qualité. Le législateur organise les choses dans le temps. Pendant 2 ans, le Datadoc va continuer à fonctionner. Et à partir de cette année, France Compétences va lancer le processus en définissant le référentiel national de cette certification qualité. Donc, une fois qu'on a le référentiel, donc on a pas un décret, on a pas un arrêté, il sera accompagné d'ailleurs d'un guide, un guide de l'audit. Donc, un peu comme si vous êtes passé par le Datadoc, vous aviez certainement eu entre les mains le fameux référentiel du Datadoc qui permettait de savoir ce qui se cachait derrière les critères, les fameux indicateurs et les modalités de preuve. Donc, vous aurez un guide, là aussi, qui va vous aider. L'autre message que je peux vous dire, c'est que tout ça s'inscrira dans la continuité. Donc, si vous avez été datadocké, a priori, la seule grande différence, c'est que d'ici la fin de l'année 2020, vous allez devoir observer les propositions de prestations des accompagnateurs à la certification qualité. Donc, il va falloir acheter cette audit qualité, ça va avoir un coût. Et il va falloir passer vers le financement parce que si vous n'avez pas cette certification à la fin de l'année 2020, vous ne pourrez pas continuer à travailler avec l'OPCO, avec la CDC, avec Pôle emploi. Donc le système est redoutable. Le système aboutit en fin de compte à débarrasser les financeurs de la procédure de contrôle qualité. La loi de 2014 demandait aux financeurs d'organiser une procédure. C'était l'enjeu du Datadoc. Le Datadoc, c'est une procédure de contrôle qualité avec l'alternative de pouvoir démontrer qu'on a engagé soi-même une démarche de certification qualité. Donc là, le législateur dit c'est pas le boulot des financeurs. Le boulot des financeurs, c'est de vérifier en fin de compte que les prestataires a une certification qualité, mais ça veut dire que le législateur fait peser une charge supplémentaire sur les épaules des prestataires de formation s'ils veulent obtenir des financements publics par la République. Il y a une certaine cohérence à cette histoire, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle pour ceux qui vont trouver trop cher la certification qualité. La certification qualité va tenir compte des profils des organismes de formation. Je l'ai déjà dit, il y aura une démarche qualité particulière pour les CFA, des attentes particulières par rapport à la prestation des CFA. Un prestataire bilan de compétences n'a rien à voir avec un offre de formation. Un travailleur indépendant n'a pas les mêmes ambitions qu'un gros organisme de formation. Donc, se dégagent des profils d'organismes de formation, et derrière la qualité, de toute façon, depuis le début, depuis qu'on en parle depuis 2009, depuis 2003, on parle de la question de la visibilité, de la lisibilité de l'offre de formation, on le sait. Il y a sur ce marché de la formation continue des profils d'organismes de formation complètement différents. Donc, il est évident que le système d'exigence qualité va être adapté à ces différents profils. Donc, j'anticipe un peu sur les textes qui vont sortir, mais bon, il y a eu des rapports, voilà, le TFOP a travaillé là-dessus. Et puis, il semblerait, compte tenu du compte à rebours qui commence, et de la volumétrie d'organismes concernés, qu'on se dirige, ça sera vérifié, mais on se dirige vers une solution qui consisterait à dire que les organismes qui détiennent déjà aujourd'hui une certification qualité n'avaient pas à repasser dans la moulinette de la nouvelle certification qualité avant l'échéance de leur certification qualité. Et pour que ceux qui ont déjà fait l'effort de financer une certification qualité ne soient pas obligés de payer avant 2020 une nouvelle certification qualité. Donc ça, c'est pas encore écrit, la loi ne le dit pas, mais il y aura certainement ce principe dans le décret, afin que seulement les organismes qui n'ont jamais été en démarche qualité, amorce le processus de cette nouvelle certification qualité. Voilà, donc un sujet
très, très chaud en ce moment. On attend le texte, il est un peu en retard. Centre-Info espère organiser une grande journée sur le sujet au mois de mars. C'est pas évident. On nous dit que ça serait peut-être trop tôt. Voilà. Alors, quelques mots de conclusion. Et on vous a une dernière période de questions-réponses. Donc, vous l'avez compris, transformation profonde du dispositif, mais avec surtout un calendrier de mise en œuvre de la loi. C'est vraiment le message fort de la matinée qui caractérise en plus particulièrement la période que nous traversons. Donc, nous avons encore quelques décrets d'application attendus, notamment celui sur la qualité. Mais retenez quand même le principe que tous les décrets nécessaires à ce que les dispositifs fonctionnent en 2019 sont publiés. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas en retard et il n'y a pas de décret en retard. Il y a eu une pluie de décrets à la fin de l'année. Ils sont tous tombés sur la tête de Centre-Info pour les mettre dans la fiche pratique 2019. Et voilà. Des tensions politiques, bah oui, des tensions politiques toujours, oui, les régions peuvent toujours être un peu contrariées, les partenaires sociaux aussi, bien sûr. Déjà des interrogations techniques, on a déjà eu, il y en a des questions qui ont été posées déjà dans la salle, donc on commence avec des questions de mise en œuvre, des questions opérationnelles. Et donc, voilà, bien insister, toujours ces calendriers avec peut-être des rendez-vous à avoir au second semestre, l'année prochaine, pour savoir où on en est dans la construction de l'édifice. Si vous avez raté les épisodes anciens et si vous ne le savez pas, Centre-Info a mis en place un site internet où vous trouvez toutes les informations que le Centre-Info a produites sur la réforme, tout ça se retrouve dans un seul site. Le centre de documentation a fait un document de mise à jour, qui est mis à jour régulièrement sur tout le processus de la réforme. Et puis, des universités d'hiver ont eu à Biarritz, il y a eu des vidéos des représentants des partenaires sociaux, de l'État, de la ministre. Si vous voulez entendre ce que disent ces décideurs sur la réforme, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Et puis, les fiches pratiques 2019 viennent de sortir, il faut les lire, elles sont passionnantes. Voilà, merci de votre attention.